Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance hors compétition, la séance interdite, comme on l'appelle. La séance interdite, c'est un peu la séance où on peut se permettre de passer des films qui sont très éloignés du fantastique, mais qui ont pourtant déjà des qualités certaines pour être présentés au pif, mais surtout qui ont pu nous apporter le même sentiment qu'un film fantastique aurait pu avoir. Et du coup, on a cette section un peu à part pour passer des films qui nous plaisent et qui sont un peu border, comme il y a quelques années, on avait passé Body, par exemple, de Joseph Kahn. C'est des films qui sont un peu à la lisière, mais qui ont pourtant leur place au pif. Donc voilà, on est très content d'accueillir la première française de Mope. Je voulais remercier du coup les producteurs, dont Kelly Hayes qui passera tout à l'heure sur scène, qui a un petit mot. Et dans les trucs rigolos, c'est qu'un des producteurs du film, c'est P.P. Cooper, qui avait produit, et réalisé surtout Timeless, un film qu'on avait passé ici il y a peut-être 6 ans, je crois, peut-être 5 ans, voilà. Il y a des liens du coup dans le pif qui se crée, et la musique du film d'ailleurs, c'est aussi Jonathan Snipe, qui avait fait la musique de Starry Eyes, qu'on avait passé aussi. Donc je vais laisser Costo dire un excellente musique. Pourquoi ? Excellente musique. Excellente musique. Oui, effectivement, il y a pas mal de noms en fait pour plonger dans l'enfer du porno californien, comme quoi, selon les sujets, en fait, on arrive à se déplacer, à braver les grèves. Donc merci d'être là ce soir pour cette séance interdite. Cyril a parfaitement résumé en fait l'idée de cette séance un peu de zone grise. Ça va être très compliqué en fait de présenter le film. Je ne sais pas si, non pas parce que ça parle de porno californien, je suis tout à fait capable d'en parler. Non, le problème, il est que le film est tiré d'une histoire vraie, et je ne voudrais pas en dire trop sur l'histoire vraie, d'autant qu'elle est finalement inconnue en France et très très peu connue aux États-Unis, puisque ce serait un peu vous spoiler le film, mais peut-être vous donner un indice sur le titre Mope. Mope, en fait, dans l'industrie du porno, si vous voulez, vous avez la bande SAR qui se situe là, vous avez des acteurs de seconde zone qui se situent à peu près là, et la Mope, elle se situe à peu près là. Donc ça vous donne un ordre d'idée concernant le personnage que vous allez suivre. Je vous recommande aussi, si vous êtes un petit peu intéressé par la technique, d'aller sur internet et de lire l'interview du chef opérateur, Brian Coss, qui explique en fait quels ont été ses choix de mise en scène sur ce film, dont l'une des plus grosses influences visuelles en fait est The Wrestler de Darren Aronofsky en termes d'image. Il y a beaucoup, je crois même peut-être quasiment uniquement de caméra portée, mais vous allez voir, même si vous n'aimez pas trop ça, c'est brillamment fait et maîtrisé, et surtout pour un premier long métrage. Voilà, je ne vais pas vous dire plus, je vous demande simplement d'applaudir quelqu'un qui, pour le coup, a véritablement été actif sur le film, son producteur. Je vous demande donc d'applaudir Kelly Hayes qui est avec nous aujourd'hui. Applaudissez-le. Je m'appelle Kelly Hayes et je suis le producteur de Mope. I'd like to start off by thanking Cyril and everyone here at PIF for having us here. It's a great honor. Love coming to all these festivals and just so happy to be here. Tout d'abord, un grand merci à Cyril et tout le personnel du PIF. C'est toujours un énorme plaisir de venir à ce festival en PIF. Like Fausto said, this is a true story. It happened in 2010 in the San Fernando Valley of Los Angeles, and a lot of it is quite shocking, especially when you get towards the end. So I just want you to go in knowing that this movie is everything that you see on the screen happened. Et tout comme Fausto l'a dit, effectivement ce film est entièrement basé sur une histoire vraie qui a eu lieu en 2010 dans la vallée de Los Angeles. En particulier la fin assez choquante, et du coup voilà, je veux dire qu'une grande partie de ce qu'il y a dans le film a eu lieu en vrai. So thank you all for being here, and I hope you enjoy it. I look forward to talking to you afterwards. Merci beaucoup à tous d'être là, j'espère que le film vous plaira et j'ai hâte de parler après la séance. Alors j'aurais 3 questions si vous permettez.
Une très basique, qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter cette histoire? Deuxièmement, là c'est plus spécifique, en me renseignant sur le film, j'ai entendu un podcast avec le réalisateur où il racontait que l'un des protagonistes de l'histoire a vraiment travaillé sur le tournage, en tant, j'imagine, que conseil technique. En fait, c'est le vrai réalisateur-producteur, le vrai Eric, et il a participé donc au film, et apparemment il est même plus ou moins doublure dans une scène, si bien compris. Je voulais savoir comment ça s'est passé avec le personnage, ce qu'il a pensé de la manière dont il était représenté dans le film, etc. Et dernière petite question, là je me suis peut-être trompé, mais j'ai vu que le générique indique que que le père de Steve Driver s'appelait David Hill, et j'ai vu qu'au générique, on créditait un certain David Hill au scénario. Est-ce que c'est le même, ou c'est un homonyme? Est-ce que le père de Steve Driver a participé au scénario? Ça, c'est des questions quand même. Très pointues. Merci. What made me want to work on this movie itself was I had worked with Lucas Hine, the director, on a project before and really liked working with him. And he sent me the project instead of me going out and finding a director for it, he found me. And when I read it, I knew that there was something special there, but I didn't know if I wanted to be a part of it. And then I read it again, and then I knew that I had to and be a part of it. And that's basically how it came about. It's just, I knew that I wanted to do this, and I had to. Du coup, par la première question, la question de comment est-ce que moi j'ai trouvé ce film et pourquoi est-ce que j'ai voulu participer, c'est pas vraiment moi qui l'ai cherché et trouvé, c'est le réal Lucas Hine qui est venu me chercher, m'a envoyé le projet donc, et en première lecture je me suis dit ça a l'air intéressant, il se passe quelque chose, c'est quelque chose de spécial, et puis je l'ai relu et je me suis dit bon, il faut que je fasse partie de ces projets, il faut que je bosse là-dessus. Okay. The second question was Eric there. So I'll cover this in broad strokes. We talk to Eric a lot. He still shoots 3 to 4 times a week. He has a studio in back of his house, and we went to visit him one time, and all of a sudden this girl showed up, and he handed her a cheerleading outfit, and said, "Do you guys want to hang out?" And we said, "No thanks," and he took off. Du coup, à propos de Eric Knapp, qui est effectivement qui a participé à faire du conseil dans le film, lui, il produit des films porno. Il tourne 3 fois par semaine actuellement, il a un studio à l'arrière de sa maison, on lui parle tout le temps, et d'ailleurs on avait visité du coup son studio, et pendant qu'on lui rendait visite, une actrice est passée, il lui a tendu un costume de pom-pom girl et elle nous a dit est-ce que vous voulez venir voir, et on a dit non merci, on est parti. But to expand on that, the director in the opening scene, who comes out and gets them all riled up and is yelling "Bukkake, Bukkake," he is the one who actually shot and directed Steve and Tom in their first scene together. So where Steve and Tom met was at one of Jim Powers' shoots.
Et par contre, pour donner plus de détails, la scène d'ouverture qu'on voit dans le film, c'est le vrai Réa qui, en personne, a tourné avec Steve et Tom le jour où ils se sont rencontrés. Celui qui crie Bukake, Bukake, de manière enthousiaste, c'est Jim Powers, et donc c'est lui-même qui se joue dans le film. And then we used a lot of girls that still work or have worked in the industry, mostly because they know how to act on a set, and for us to keep the movie as real as we wanted to keep it, it made sense for us to use actual girls from the industry or who are retired. So it was not just Eric, but a very broad scope of people from the industry, either still in it or had worked in the adult industry, that we leaned on just to give the movie an authentic feel. Et autre chose, c'est pas uniquement Eric qui est dans le film, mais il y a toutes sortes de professionnels de l'industrie qu'on a utilisés, soit qui travaillent encore actuellement dans le porno ou qui ont travaillé, et notamment beaucoup des actrices, parce qu'on savait tout simplement qu'elles sauraient comment jouer sur un set de porno, et on voulait, c'était utile pour nous, mais ça faisait sens pour donner plus de réalisme au film, pour que ce soit plus authentique. Okay, so the third part, Steve's father, still alive, lives in Northern California, was most integral to helping out Nathan figure out Steve's character. His dad did lend a lot of information about Steve, in terms of his backstory and his mental illness. And what really came through for David Hill was his helping Nathan, who played Steve, understand the character who was his son. Du coup, effectivement, David Hill, qui est le réel père de Steve, tout à fait vivant, il vit en Californie du Nord, et nous a beaucoup aidé, et notamment directement avec Nathan Stewart Jarrett, pour l'aider à réellement comprendre le personnage, sa maladie mentale, d'où il venait, et pour lui ça a été aussi révélateur pour comprendre son propre fils en l'expliquant à quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous a une question en haut ou en bas? Question en bas. Moi j'ai une question du coup sur le fait que l'industrie du porno c'est quand même une industrie où les femmes jouent un rôle important. Comment ça se fait que dans tout le film on ait aussi peu d'importance sur les personnages féminins? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a vraiment pas eu qui ait eu d'importance dans la vraie histoire de Steve, ou est-ce que c'était un choix, ou comment ça se fait qu'il y ait si peu de personnages féminins importants dans le film? Good question. So the film is shot and made to be seen through Steve's eyes. And what we hope comes across and what you need to know is Steve got into the porn business to find true love. La bonne question. Donc, il y a une chose qui est importante à noter et qu'on espère
qui est transcrit, c'est que le film est tourné à travers les yeux de Steve et que une des raisons pour lesquelles il rejoint l'industrie du porno, c'est pour trouver l'amour de sa vie. So, while the movie is set in the porn business, it's not necessarily about pornography. It's about the relationship between Steve and Tom and how that relationship, along with basically everything else in Steve Driver's life, failed him and ultimately led to what happened to him. Et donc, bien que le film se déroule presque intégralement dans le cadre de l'industrie du porno, c'est pas forcément le thème central du film. L'intérêt du film, c'est avant tout la relation entre Steve et Tom et tout ce qui se passe dans la vie de Steve qui finalement l'a abandonné, qui l'a déçu et qui a provoqué sa mort. Est-ce qu'il y a des questions en haut? Vous êtes plus nombreux en haut, non? Il y a plus de questions. Ah. Vous m'entendez? J'ai le micro, mais je vais me permettre de poser une question. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les choix musicaux du film, en particulier, par exemple, le Body Double de Pino Donaggio, ou les musiques classiques qui sont connotées ailleurs dans d'autres films? It's a difficult choice picking music for any project that you do. In terms of the classical music, so Valkyries, Thieving Magpies. I think there's one more classical in there that I don't remember. But the classical music is beautiful, and I think it gives a great sort of counterpoint to sort of the ugliness that is the world of mopes. Donc c'est toujours difficile de choisir la musique pour un projet. Par rapport aux choix spécifiques de la musique classique, on a notamment la marche de l'Algérie, ou Fleeting Magpies. La vie voleuse, merci beaucoup. Un aspect de comparaison intéressant, c'est que ça crée une certaine beauté classique face à ce qu'on regarde, ce qui est très moche finalement. And then the rest of it, the score, Lucas had wanted it to be sort of a synth pop score, so the composer that he was talking about. And then he's a big fan of Robin Guthrie. And something that just kind of lets you into the world, but also makes it less painful to watch if there's something beautiful behind it. Du coup, Lucas est un fan de pop santé et notamment de Robin Guthrie. Et une des idées de cet autre style de musique, c'était de laisser le public entrer un peu plus facilement dans l'image, alléger un peu quelque chose qui est assez douloureux à regarder avec un petit peu de beauté. Une question? J'ai une question en haut. Ah. Bonsoir. Même si la pornographie n'est pas le sujet
sujet central du film, comme vous l'avez dit. Ça dépeint quand même un milieu particulièrement glauque. Et j'aurais souhaité savoir si vous avez eu des retours à ce propos des professionnels du milieu. Et en deuxième question, juste savoir la diffusion du film, qu'est-ce qui est envisagé en termes de diffusion. Merci. Thank you. Feedback, I don't know if we necessarily got a lot of feedback from the porn professionals as much as guidance as to here is how this would happen in the real world. And the professionals that we worked with don't necessarily make the kind of movies that Steve and Tom did. Du coup, par rapport au retour des professionnels, on n'a pas vraiment eu d'opinion directe, mais par contre, on a eu beaucoup de conseils pour nous guider, plutôt en termes de voilà, ça se passerait comme ça, à cette époque, précisément. Et d'autre part, les professionnels avec qui on était le plus en contact n'ont jamais directement travaillé dans l'industrie qu'on voit là, enfin cette partie-là de l'industrie. Distribution is being worked on. We will be out in March or April domestically in the US, and still working out deals for France. So if you're a distributor, let's talk. Du coup, par rapport à où le film va sortir, on projette une sortie en mars ou en avril aux États-Unis, et on est en train de chercher en France aussi, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai une autre question en haut. Oui. Alors, bonjour, bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à ce qui est inscrit sur l'affiche Pain and Gain in the Porn Industry. Est-ce que vous croyez qu'il y a un appel d'air par rapport à ce film? Est-ce qu'il s'est fait par rapport à Pain and Gain? Et si Pain and Gain n'était jamais sorti ou ce projet n'avait jamais été dans les bacs, est-ce que ce film serait sorti en fait? Bonsoir. The Pain and Gain line, yes, I believe this film would have existed without Pain and Gain. I think that this film would exist because it is a fairly remarkable story that I don't know if anyone could really sit in front of their computer, any writer, and come up with a lot of the things that happened in real life. As far as Pain and Gain goes on the poster, I think that that just looked like something cool to put on some negative space. Du coup, par rapport à cette ligne en particulier, je pense qu'avant tout c'était quelque chose de cool à écrire parce qu'il y avait un plan. Et en réalité, oui, je pense que le film existerait quand même, même sans Pain and Gain, parce que je trouve qu'il traite d'une histoire remarquable qui serait difficile à inventer par une personne qui a écrit un script devant son ordi. Ce serait pas pareil que d'entrer dans le niveau de détail qu'on a par rapport à une histoire vraie. On a encore une question. Pour
bravo pour la mise en scène, c'est très dramatique, beaucoup d'émotions. C'est pas une question, mais plutôt juste une remarque. En fait, ce film, c'est tout simplement un portrait d'un psychopathe et ça raconte l'histoire de cet homme et le parcours de ce psychopathe. Et que finalement, l'industrie du porno n'était qu'un prétexte pour raconter son histoire, un peu le décor dans cette partie de sa vie. Merci. First of all, merci. Steve Driver was diagnosed with narcissistic rage disorder, among other mental diseases that we didn't get into as deep into the movie because, again, this is the story of Steve and Tom, and while these diseases were part of his life and ultimately led him into doing what he did, the movie was more about their relationships, especially the relationship between Steve and Tom. And then in terms of the porn industry, just kind of going into Steve's psyche, Steve literally thought he could find a girlfriend and fall in love and get married and have a normal, happy life and wife with a girl that he met working in the porn business. Du coup, Steve Driver a été diagnostiqué et en réalité, on a trouvé qu'il avait un trouble du narcissisme avec des problèmes de colère, parmi d'autres maladies mentales. On ne rentre pas tellement profondément dans ça dans le film parce que l'objet central du film, c'est plutôt, même si c'est très là, c'est partie de sa vie et sa maladie a causé sa mort, le film se focalise plus sur la relation avec Tom. Et par rapport à l'industrie du porno, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait que l'esprit de Steve le poussait à croire qu'il allait réellement trouver la copine parfaite avec une femme et ensuite emménager dans une maison à travers l'industrie du porno. Bonsoir. Moi j'ai une question en fait au sujet du personnage principal. Justement, en fait il essaye de prouver à son père qu'il n'est pas gay et il cherche absolument à trouver, avoir une copine, avoir des femmes dans sa vie. Et ma question c'est est-ce que finalement il est vraiment gay au final ou non? Est-ce qu'il se rapproche quand même pas mal de Tom? Est-ce que du coup il y a une ambiguïté derrière cette relation ou pas? Bonsoir. Yes, it depends on who you ask if Steve was gay or not. The real Chris will tell you that 100% he was gay. We think that some people in the business thought that he was, and the reason that he was so interested in only having sex a certain way. We don't think that there was an issue, or no one ever talks about an issue between Steve and Tom, whether
Tom thought that Steve was gay and if that had made it weird between them. But there is a lot of people who will think that Steve was gay, but I think part of it just may have been some of his mental diseases and en fait, la réponse à cette question, on l'a pas vraiment, ça dépend vraiment de qui pose la question. Le vrai Chris était persuadé que oui, il nous a dit oui tout à fait, il était 100% gay, et certaines personnes dans l'industrie du porno nous disaient qu'ils avaient l'impression que par rapport à des manières spécifiques, des scènes très spécifiques et des manières de faire du sexe spécifiques qui l'intéressaient, ils en avaient conclu qu'il était gay. Nous, on n'a pas eu de retour par rapport à des tensions dans la relation spécifiquement avec Tom. Et donc voilà, la conclusion c'est que beaucoup de gens, certes, pensent ça et vont le dire, mais on pense que c'est plus complexe et que peut-être leurs opinions étaient influencées par ces maladies mentales. Question ou pas? Déjà, je voulais vous dire que votre film était vraiment cool. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que le côté un peu justement foutraque au niveau des émotions, c'est-à-dire on passe des fois de la gênance au rire, puis au drame, est-ce que c'était vraiment recherché, c'était fait exprès, ou est-ce que c'était vraiment venu naturellement en faisant le film? The humor in the movie is just happened by chance, and I think a lot of it came from casting as well. Brian Husky, who plays Eric, and Max Adler, who plays Chris, are fantastic comedic actors, and having them, we believe, elevated the comedy in what would be not so funny situations, made it really funny. Du coup, une partie de l'humour est arrivée en tournant, parce que notamment on a dans le casting Brian Hustler et Max Adler, qui sont des comédiens en vrai, enfin, qui font de l'humour sur scène. Donc on pense que c'est en partie les acteurs qui ont apporté vraiment plus d'humour dans des scènes qui n'est pas forcément censées être drôles à la base. And then as the movie goes on and Steve is falling deeper into his hole, some of the fun and some of the comedy goes away, and that's just how the story unfolds and basically how his real life unfolded as he became unraveled. He just became harder for everyone to deal with.